Budget. Le scénario d'un shutdown semble limité mais pas impossible. C'est un article de Grégoire Normand du 4 septembre 2024 de la Tribune. Le shutdown, c'est le mur du budget, où on a déjà entendu parler de ça, donc en Amérique notamment, le fait que l'État n'ait plus de moyens de payer tout simplement les fonctionnaires, et donc ils se retrouvent évidemment sur le carreau. Donc ça a jamais ça s'est jamais réalisé donc aux États-Unis, mais ça a toujours été une menace. Et là, on est peut-être dans cette première situation où la France serait dans l'incapacité de payer ses fonctionnaires pour cause de ne pas avoir voté évidemment le budget. Donc là, c'est un article qui a été écrit avant évidemment la nomination de Michel Barnier, mais on reste et demeure pour différentes raisons et on va expliquer pourquoi dans une situation extrêmement compliquée où ce scénario-là n'est pas à exclure. On va donc avoir une réflexion plutôt constitutionnelle et juridique grâce à cet entretien de Thibaut Mullier, donc qui est maître conférencier en droit public à l'Université Paris-Nanterre et membre du Centre de théorie et analyse du droit. Donc vraiment très très bon article de la Tribune. En pleine tractation élyséenne, le gouvernement démissionnaire envisage de repousser la présentation du budget 2025 après le 1er octobre, en échéance pourtant inscrite dans la Constitution. Or, pour le maître de conférence en droit à l'Université Paris-Nanterre, Thibaut Mullier, le vrai risque de blocage sur le prochain budget n'est pas constitutionnel mais politique. Donc le report interminable de la nomination d'un nouveau gouvernement, on est toujours dans ce contexte-là, chamboule le calendrier budgétaire. 3 mois après l'annonce de la dissolution à l'Assemblée nationale, la préparation du budget 2025 accuse un sérieux retard. Au ministère des Finances, le ministre délégué des Comptes publics, Thomas Cazenave, sur le départ, a assuré dans les colonnes du Parisien le week-end dernier que les délais pour la préparation du budget de l'État seraient tenus. Donc c'est sûr qu'il est plus facile d'annoncer que le budget, enfin en tout cas le temps sera tenu quand évidemment on est démissionnaire. Donc c'est vrai que on se demande sur quelle base on peut annoncer cela. Et après il y a une réflexion un peu plus profonde qui serait à la fois soit un temps ce temps de préparation en fait est un véritable enseignement à la fois sur la possibilité d'un gouvernement en tout cas démissionnaire qui prépare plutôt il y a un volet purement communication qui est plus annoncer des baisses drastiques voilà, différents, on a pu peut-être l'évoquer, mais pour dire, là maintenant, entre guillemets, on a un courage politique, on va donc annoncer donc la vérité, et donc du coup, ça réhabille en quelque sorte le politique pour qu'il sorte un petit peu, entre guillemets, dans les honneurs. Ça, c'est un premier élément. Après, il y a une dimension un peu plus noir, on va dire, qui pourrait être notamment de peut-être maquiller un certain nombre d'éléments, même si il semble que ça va être évidemment visible. Donc, mais de peut-être préparer la suite pour eux, ou de préparer évidemment peut-être un maquillage d'un certain nombre d'aspects importants. Et donc, on va peut-être s'en rendre compte dans quelques mois. Si ça a été cette option-là qui a été proposée. Mais c'est vrai que d'annoncer en termes de communication ouvertement, maintenant on va faire des réductions de dépenses, etc. Ça permet aussi de se racheter en quelque sorte une virginité, si je puis dire. Contacté par la Tribune, Bercy confirme que le gouvernement s'est mis en situation de tenir le calendrier. L'exécutif reporte désormais la responsabilité sur le futur gouvernement de présenter un texte en début octobre. Donc ça, c'est assez facile. D'un point de vue légal, le gouvernement peut décaler la présentation du budget, juge le président de la commission des finances, Éric Coquerel.
Pour rappel, le projet de loi de finances doit être déposé au Parlement le 1er octobre et doit être publié le 1er janvier. Or, ce texte très technique et politique doit être examiné par le Parlement tout au long d'automne. Le report envisagé laisserait ainsi moins de temps au Parlement pour examiner ce texte crucial. Décryptage des conséquences d'un possible report de la présentation du budget au Parlement avec le maître de conférence, etc. Donc là, c'est vrai que si on considère donc que dès le 1er octobre, le texte doit être déposé pour que ensuite, que ce soit octobre, novembre, peut-être même jusqu'à décembre, il y ait en tout cas le Parlement qui travaille sur ce sujet, ça pourrait, enfin à partir du moment où on réduit ce temps-là, peut-être brusquer entre guillemets le Parlement, et évidemment ça met dans une situation qui est compliquée, sachant qu'on sait évidemment que l'année dernière on était déjà sur pas mal de 49.3 qui ont été déposés pour je dirais passer en force sur le vote du budget. Et en plus de ça, on se rend compte qu'on est dans une situation en 2024 encore plus compliquée. Donc c'est donc enfin voilà, en termes de finances publiques, avec moins de recettes, plus de dépenses. Donc les résultats sont pas forcément là. Le gouvernement démissionnaire envisage de reporter la présentation du budget 2025 après le 1er octobre. Est-ce conforme à la Constitution de la Ve République ? Il est difficile de répondre avec certitude. Avant même de répondre, on peut considérer que le gouvernement démissionnaire n'est pas habilité à déposer un projet de loi de finances. Donc là, on n'est pas forcément dans ce cas-là. On est dans des lettres de cadrage qui ont été déposées. Il y a un problème de compétence qui se pose. Le gouvernement existe au sens organique, mais il n'existe pas au sens fonctionnel, c'est-à-dire qu'il ne peut plus déterminer et conduire la politique de la nation, plus être contrôlé par le Parlement, voire censuré par l'Assemblée nationale. Donc là, il y a vraiment, je ne sais pas si c'est une première politique, mais en tout cas, il y a une situation entre guillemets hors la loi. J'ai fait donc un schéma qui est juste ici. On voit donc évidemment président de la République, le Premier ministre, et là en fait on est sur le cas où le Premier ministre donne des lettres de cadrage, je dirais, aux différents donc ministères. Et en fait, il ne peut pas être contrôlé ou censuré par l'Assemblée nationale. Il est toujours évidemment en relation avec le président de la République, mais là on est sur un cas en fait hors la loi d'un point de vue voilà, il existe d'un sens organique, mais pas fonctionnel sur le sens fonctionnel, c'est-à-dire qu'il ne peut déterminer ou conduire la politique de la nation, ni être contrôlé par le Parlement. Ou censuré. Donc là, on était dans un cas un peu à part, un peu hors la loi. Après, ce qui est intéressant, par contre, c'est que en envoyant ces lettres de cadrage, qui n'ont pas de valeur en fait juridique, qui sont un texte plutôt technique qui permet en fait d'avoir une idée, une vision sur qu'est-ce qui pourrait se passer, on prépare déjà, d'ores et déjà. Alors déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la communication politique pour eux, pour ressortir, on va dire, de manière organisée, en ordre et entre guillemets assez fier. Mais par contre, cet envoi donc au ministère, qui n'a pas de valeur juridique, envoie un signal assez fort, à la fois donc je dirais donc au ministère, et en même temps à la population, au marché. Voilà, ça reste un texte de communication qui reste quand même assez fort pour permettre de sidérer presque les ministères et en fait de choquer parce que bon, après le Covid, après la crise sanitaire, il y a eu évidemment le maintien du niveau, on va dire, de déficit, hein. Donc autrement dit de consommation des administrations. Et là en fait on va sidérer directement, choquer les administrations. Donc ça peut être déjà un aspect qui est intéressant en tout cas dans cette mesure-là, dans cet acte entre guillemets politique. Bref, il ne peut plus prendre de position politique, des actes matériellement engagés politiquement. L'article 47 de la Constitution dispose que le gouvernement doit déposer un projet de loi de finances au début de la session ordinaire en octobre. On peut toujours être dans ce cas-là aujourd'hui.
Mais ce gouvernement est, selon moi, entendu au sens fonctionnel, visé par l'article 20 de la Constitution. Si on se place de ce point de vue, le gouvernement n'est pas habilité à déposer un projet de loi de finances car le budget de l'État est un acte politique. Donc là, en effet, on ne peut pas déposer de projet de loi de finances dans le cadre du gouvernement démissionnaire. Existe-t-il une violation de la Constitution ? Si on considère que le gouvernement démissionnaire peut déposer un projet de loi de finances ou qu'un futur de plein exercice le ferait après le premier mardi d'octobre, il ne s'agit pas forcément d'une violation de la Constitution. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Tout dépend de l'interprétation. L'article 47 de la Constitution dispose qu'il faut adopter un projet de loi de finances conformément à la loi organique relative aux lois de finances. Donc, dans un délai constitutionnel de 70 jours. Donc là, on est toujours dans ce cadre-là. Il semble, en tout cas. On est toujours dans ce cadre-là. Et donc, il n'y a pas de violation, on va dire, de la Constitution sur ce sujet-là. L'article 39 de la loi donc organique relative aux lois de finances dispose que le PLF doit être déposé au plus tard à l'Assemblée nationale le premier mardi d'octobre. Reste à savoir ce qu'il emporte. Donc là, il y a a priori en fait deux interprétations, hein, l'article 47 et l'article 39. Donc au plus tard les premiers mardis d'octobre ou 70 jours, dans un délai constitutionnel de 70 jours. Reste alors à savoir qui l'emporte. Est-ce un problème catégorique de ne pas le déposer d'ici le 1er octobre, ou du moment que le délai global d'adoption de 70 jours, alors cela n'a guère d'importance. Le Conseil constitutionnel pourrait retoquer le projet de loi de finances en cas de non-respect des délais. Si le projet de loi de finances fait objet d'une saisine devant le Conseil constitutionnel, ses membres vont étudier la constitutionnalité de la loi de finances. La saisine n'est pas obligatoire, mais il ne fait pas de doute qu'il sera saisi par les groupes d'opposition. Ça, c'est tout à fait normal. Enfin, tout à fait normal, ou en tout cas tout à fait réalisé. Donc là, on a ici le Conseil d'État. Donc il y aurait l'opposition qui saisirait donc le Conseil d'État pour différentes raisons, pour mettre en mauvaise situation le Premier ministre, pour un certain nombre de questions juridiques. Donc ça c'est tout à fait courant. Et les juges vont également vérifier la conformité de la loi de finances par rapport à la loi organique aux lois de finances. Bon, c'est une procédure. Le Conseil constitutionnel pourrait considérer qu'il y a un problème car le texte n'a pas été déposé le premier mardi d'octobre. Dans sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel est toujours plus conciliant avec le gouvernement qu'avec le Parlement. L'institution pourrait être conciliante avec un gouvernement démissionnaire, donc réserve qu'il soit habilité à déposer un projet de loi de finances s'il respecte au final le délai de 70 jours. Donc on sait que généralement le Conseil d'État est très proche, on va dire, du président, moins proche de la Chambre de l'Assemblée nationale. Donc potentiellement président, Premier ministre, Conseil d'État, on a déjà entre guillemets ce triangle-là qui serait assez, où le Conseil d'État serait conciliant avec le Premier ministre, mais on est déjà d'ores et déjà pour différentes raisons, et peut-être qu'on détaillera cette partie-là, dans une situation institutionnelle particulière. Ce décalage donc pourrait-il compliquer la présentation du texte pour le prochain exécutif? Si c'est un nouveau gouvernement de plein exercice qui dépose en retard le projet de loi, le Conseil constitutionnel pourrait décider d'être conciliant ou non, de la même façon que c'était précédemment. Le Conseil constitutionnel pourrait soit censurer le texte sèchement, estimant qu'il y a un manquement formel au délai du 1er mardi d'octobre, soit admettre que la circonstance est particulière et être souple, sa décision s'imposant à tous les pouvoirs publics. Certes, le discours du gouvernement est de dire qu'il y a urgence et qu'il faut
aller vite. Or, l'Élysée prend son temps pour nommer un Premier ministre. Le Conseil constitutionnel pourrait alors estimer, sans forcément le formuler explicitement, que le non-respect du délai du 1er mardi d'octobre aurait pu être surmonté. À cet égard, le Conseil constitutionnel étant le seul interprétant l'espèce, il finira par trancher. Donc là, en fait, ça c'est un des éléments, en tout cas une des énormes problématiques que va avoir donc le Premier ministre, ça va être de ne pas être censuré par le Conseil d'État. Il a déjà donc à gérer, bon, même si il y a une communication sur un changement de la politique du président Emmanuel Macron, bon, il aura déjà à gérer l'Élysée, il va devoir gérer la Chambre, et en plus de ça, il va devoir gérer en tout cas la relation entre guillemets avec le Conseil d'État. Donc ça, ce sont des éléments qu'il va falloir prendre en considération dans l'exercice du pouvoir et l'exercice en tout cas en tant que Premier ministre. Donc il ne souhaitera pas évidemment être censuré sèchement pour des raisons à la fois de forme sur le délai, mais aussi sur le fond avec la bonne conformité donc de du projet de loi de finances, enfin en tout cas de la loi organique, notamment donc la conformité de la loi de finances par rapport à la loi organique aux lois de finances. Donc il aura déjà deux aspects importants, mais tout d'abord évidemment, donc ça peut-être que c'est un peu plus lié au Premier ministre, mais il faut qu'il soit accepté, je dirais, ne soit pas censuré par l'Assemblée nationale. C'est déjà sa première son premier objectif. Ensuite, évidemment, donc on a le fait qu'il y ait urgence et qu'il faut aller vite. Alors, on sait que évidemment, il faut que le président de la République, il fallait que le président de la République déjà s'assure de ne pas être, je dirais, la première tête, même si on sait pour différentes raisons, les Français, mettre un certain nombre de responsabilités sur le président, mais en tout cas que le président se retrouve en fait lui seul comme étant le responsable de l'ensemble de la situation. Qu'il avait besoin évidemment d'avoir un Premier ministre qui ne soit pas censuré par l'Assemblée nationale pour garder une certaine stabilité institutionnelle, sachant qu'on va voir que là, cette situation est assez différente et on pourra, je crois, le regarder dans cet article. Quelles pourraient être les conséquences d'un tel décalage calendaire? Si le calendrier respecte le délai global de 70 jours, ce décalage ne change a priori pas grand-chose. Cela dépend aussi de la quantité de textes en discussion pendant la session parlementaire. Donc là, en effet, on est toujours dans ce cadre où la Chambre, si elle se sent, je dirais, bousculée, devrait demander, on n'en parle pas là, mais va peut-être provoquer un certain nombre de décalages supplémentaires. Ce décalage peut exiger donc des parlementaires de travailler encore plus vite, 70 jours pour consulter un budget, avec des documents annexes, des annexes et bleus, donc budgétaires, comportant des milliers de pages, serait un bouleversement de tempo pour les parlementaires. Le tempo est bien maîtrisé par le gouvernement en matière budgétaire, mais avec la configuration actuelle, il pourrait y avoir des lenteurs, obstructions, votes négatifs qui ralentissent l'ensemble. Le gouvernement va enclencher une procédure accélérée avec une seule lecture à l'Assemblée nationale, puis le texte serait envoyé au Sénat pour une lecture. Donc on avait déjà vu l'année dernière des motions, je dirais, de censure, des rectifications de la part notamment, de tous les partis, mais en particulier, je dirais, de la France insoumise. Et on sait que le texte doit être présenté, ne doit pas être censuré, voté, rectifié, envoyé donc au Sénat pour la navette parlementaire, renvoyé en commission mixte paritaire pour ensuite être validé pour le Premier ministre. Donc on sait que là, dans le cadre qui lui est donné, il y a un temps qui est extrêmement précieux, surtout avec la pression internationale, et là on n'a pas dans le schéma, notamment de l'Europe, on va dire. En cas de désaccord des deux chambres, ce qui est fort probable, une commission mixte paritaire, donc je l'ai évoqué, pourra se réunir pour proposer un texte de compromis. Pendant tout ce temps,
Surtout si le temps presse ou les blocages sont nombreux, le gouvernement pourrait tout de même déposer des 49.3 si l'on parle bien d'un gouvernement de plein exercice. Donc là, on est dans ce cadre-là. Si la commission mixte paritaire n'est pas conclusive, l'Assemblée nationale pourra avoir le dernier mot. Tant que le délai des 70 jours n'est pas dépassé, il n'y aura pas trop de changements par rapport aux années précédentes. Ce sera de l'ordre du débat parlementaire et politique si on ne rentre plus dans le délai de 70 jours. L'article 47 alinéa 4 de la Constitution et l'article 45 de la loi organique, la LOLF, prévoient des situations pour surmonter ces difficultés et éviter un blocage sans assurance qu'un blocage finisse par arriver. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour éviter un blocage? Par exemple, si le PLF n'a pas déposé en temps utile pour entrer en vigueur au 1er janvier, le gouvernement pourrait ne faire voter que le volet recettes et déposer un projet de loi spécial pour percevoir au moins les impôts de l'année dernière et ainsi financer les services publics s'il apparaît trop complexe de se mettre d'accord entre parlementaires. Même dans la difficulté, le prochain gouvernement pourrait trouver des voies de droit pour adopter un texte dans l'urgence sans oublier l'article 49.3. Si le Parlement s'oppose ou est trop lent, il existe des voies d'agir donc pour le gouvernement. Donc là, il y a quand même un certain nombre de dispositifs pour le Premier ministre, en tout cas pour le gouvernement, pour pouvoir agir. La solution qui semblerait la plus simple, et c'est ce qu'a proposé le gouvernement démissionnaire, ce serait de réitérer les mêmes recettes que l'année dernière. Mais c'est vrai que on est dans une situation, c'est la situation donc fiscale et budgétaire qui est particulière, et surtout que les gouvernements tirent chacun évidemment les différents ministères tirent chacun la couverture pour avoir encore plus ou au moins autant, mais des choix budgétaires vont être importants à faire puisqu'on est à 5,6 de déficit, peut-être en 2025 6,2 et on doit aller autour des 3%. Bon, évidemment, il faudrait même être en fait tout simplement en excédent parce que en fait, à un moment donné, ça fait 40 ans qu'on est en déficit, il faut être surtout déjà en excédent. C'est une première étape. Les résultats des élections donc législatives ont ravivé le spectre d'un shutdown à l'américaine cet été. Quelles seraient les conditions d'un tel scénario? Ce scénario me semble limité mais pas impossible. Il existe des voies de droit pour éviter le shutdown. Par exemple, l'alinéa 3 de l'article 47 de la Constitution dispose, si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Le gouvernement pourrait agir par voie d'ordonnance, et si et seulement si le Parlement ne se prononçait pas dans un délai de 70 jours. En revanche, il existe un risque de blocage si le Parlement se prononce dans ce délai, par exemple par un vote négatif. Dans cette hypothèse, il se serait prononcé dans un délai de 70 jours, mais négativement, empêchant d'avoir le budget. Donc en fait, pour faire simple, ce qui est intéressant là, c'est que l'outil qu'a le Premier ministre, c'est qu'il va proposer donc un projet de loi il va essayer de faire en sorte déjà de ne pas être censuré par le Conseil d'État, un projet de loi qui va être cohérent, etc. L'Assemblée nationale il laisse éventuellement la commission mixte paritaire se faire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il ne se prononce pas. Là, il peut agir dans ce cadre-là. C'est si et seulement si l'Assemblée nationale, donc c'est l'Assemblée nationale qui se mettrait donc dans l'erreur de ne pas se prononcer dans le délai imparti. Même s'il y a quand même, l'Assemblée qui va être un peu bousculée, le fait de ne pas se prononcer constituerait donc une erreur qui donnerait donc la possibilité au Premier ministre d'agir. C'est peut-être une hypothèse. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que l'Assemblée nationale censure, ou en tout cas refuse, donc malgré une commission mixte paritaire, le budget qui a été proposé. Et donc dans ce cas-là, il va falloir qu'il utilise d'autres outils pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui peut bloquer réellement l'avancée du texte selon vous? Avancer le risque de blocage conduirait à acter le scénario qu'il n'y a pas d'alternative, que le blocage est irrémédiable. Or, ce n'est pas le texte constitutionnel qui bloque, mais plutôt le jeu des acteurs qui ont les cartes en main.
Le budget est un acte politique par excellence, disait le professeur Gaston Gèze. Nommer un gouvernement technique qui ne signifie pas grand-chose, car gouverner, c'est faire de la politique, en particulier par le choix budgétaire retenu, ne permettra pas forcément de surmonter un blocage. La simple volonté de reprendre le même budget que l'année dernière est en soi un choix politique, ne serait-ce que lorsque vous faites adopter l'article d'équilibre au sein de la loi de finances sur le ratio recettes-dépenses publiques choisies ou sur les politiques publiques que vous financez. Donc oui, ça reste un choix politique de mener, donc d'avoir le même budget que l'année dernière et un petit peu de faire comme a proposé Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre. Donc ça reste déjà un premier choix politique, et évidemment d'être en déficit, d'être un déficit de temps un peu plus, enfin de tant de pourcents, 5%. Voilà, ça reste des choix politiques, donc ça c'est plutôt logique. La France est dans une situation où il faut être très vigilant. Le fait majoritaire et le présidentialisme ont du plomb dans l'aile. L'exécutif n'aura plus autant la main que par le passé, même si il y a des outils pour surmonter nombre de difficultés en matière budgétaire. Il faudra apprendre à mieux composer avec le Parlement, notamment les députés. Or, à l'heure actuelle, le grand problème du chef de l'État est qu'il paraît croire encore que l'on est dans le présidentialisme. Le pouvoir se déplace désormais dans la relation Matignon-Assemblée nationale. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a ici, et c'est là toute la problématique qu'a va avoir Emmanuel Macron, c'est que avant le président avait la main sur le Premier ministre, notamment le gouvernement. Le Conseil d'État était assez proche évidemment du président, et l'Assemblée nationale il y avait soit une majorité, soit une majorité relative, et le président de la République, le président français dirigeait plus ou moins directement, en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire. Il restait plus que peut-être le Sénat, mais très globalement le Sénat sont dans une autre temporalité. Tandis que là, en fait, on a un Premier ministre qui semble marquer le pas par rapport à Emmanuel Macron pour différentes raisons, même s'il y a un respect. Il va vouloir évidemment se maintenir à son poste, réussir, et du coup, on a une chambre. Enfin, il va devoir s'arranger, je dirais, avec la Chambre, mener un certain nombre d'accords, ne pas avoir, le Conseil d'État sur son dos. Donc en fait, le cercle de pouvoir va se déplacer entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale principalement, plutôt que dans le présidentialisme qui était situé avec Emmanuel Macron. Donc ça, c'est vrai que ça va être un changement, en tout cas d'un point de vue strictement politique, et surtout d'un point de vue presque institutionnel. On a un changement de cadre qui s'opère. Les élections législatives anticipées ont-elles redonné du pouvoir au Parlement? L'écrasante majorité du temps, le centre de pouvoir se situe à l'Élysée. En situation de cohabitation, sous Chirac, Balladur ou Jospin, le centre de pouvoir a dérivé de l'Élysée à Matignon. Avec le prochain gouvernement, le barycentre va être entre Matignon et l'Assemblée nationale. Ce qui est nouveau et va montrer à nouveau que la Constitution est l'affaire de rapports de force nouveaux et d'interprétations de la part des acteurs, interprétations qui vont peut-être mener à des blocages, mais le droit prévoit aussi des voies pour l'éviter. Donc le présidentialisme est vraiment, a du plomb dans l'aile, pour être très clair. Il y a donc un axe entre Matignon et l'Assemblée nationale. En plus de ça, il y a évidemment le peuple, en tout cas majoritaire, qui va pousser pour mener plutôt telle ou telle politique. Donc il va falloir évidemment, et c'est ça qui va être une problématique pour Emmanuel Macron, c'est de proposer des lois qui correspondent à une partie évidemment de l'Assemblée nationale, voire même de faire pression à l'Assemblée nationale grâce à plutôt une dimension, populaire des lois qui pourraient être proposées. Donc là, ça peut être intéressant que le Premier ministre devienne plus important, en tout cas, d'un point de vue populaire, en menant des politiques populaires à la fois, de droite, qui concernent plutôt une politique de l'offre, et en même temps de gauche, qui va évidemment
proposer un peu plus sur l'aspect social, sur l'aspect de la dimension du travail, de la dimension du mérite, etc. Avec aussi la proposition, alors pas d'un budget peut-être à l'équilibre évidemment, puisque on sait qu'on n'est peut-être pas encore dans ce cas-là, mais voilà, une meilleure situation donc financière, redresser les finances publiques, ça peut être évidemment quelque chose d'intéressant pour, je dirais, population des entreprises qui sont voilà fiscalement extrêmement alourdies. Donc voilà, c'est vraiment assez intéressant cette situation avec un premier cas potentiel de shutdown, donc de mur budgétaire, avec des chocs, vraiment des chocs importants qui vont viser à sidérer les administrations, sidérer aussi peut-être les entreprises, des ménages, de manière à ce qu'il y ait donc une chute je dirais de la consommation, une chute plutôt des dépenses et puis d'aller chercher à être un peu plus austère dans sa consommation pour voilà redresser les finances publiques.